Vue est presque une carte postale. L'image idéale qu'on se fait d'une petite ville de l'Amérique profonde, un lieu tranquille et sans histoire où il fait bon vivre dans l'état du Nebraska. Tous les dimanches matins, comme le veut la tradition, le journal est distribué par des adolescents à bicyclette. Mais ce 18 septembre 1983, plusieurs coups de fil de protestation alertent le responsable de la distribution. Les gens se plaignent de ne pas avoir reçu leur lecture favorite. Apparemment, Danny Joe Eberle, 13 ans, s'est arrêté au tout début de son circuit habituel. Sa bicyclette est même retrouvée devant le domicile d'un de ses clients. Les parents pensent tout d'abord que Danny a suivi son oncle qui doit ce jour-là partir chercher du travail dans un état voisin. Joint au téléphone, l'oncle réduit cette hypothèse à néant et les parents, très inquiets, contactent les autorités. Une fouille méthodique de la ville est organisée, mais sans aucun résultat. Le jeune garçon reste introuvable et la police locale décide de prévenir le FBI. En effet, plusieurs habitants de Bellevue, y compris le frère aîné de Danny, racontent avoir aperçu à plusieurs reprises un jeune blanc conduisant une voiture de couleur foncée qui suit des adolescents. 2 jours plus tard, le corps de Danny est retrouvé dans un pré, pieds et poings liés, vêtu de son seul caleçon, à peu de distance d'un croisement qui mène à une rivière, à moins de 10 km de Bellevue. L'enfant porte les traces de nombreux coups de couteau sur la poitrine et dans le dos. Sa gorge est tranchée, comme si on avait cherché, en vain, à le décapiter. Des parties de chair sont manquantes, à hauteur de l'épaule et d'un des mollets. Il n'a pas été violenté sexuellement. Le crime a été commis ailleurs. Jusqu'au début des années 1980, le FBI ne possède aucun pouvoir pour intervenir sur les affaires de serial killers et de kidnapping. Sauf dans le cas où l'on fait franchir à la victime les limites d'un État. Une loi spéciale du Congrès change cet état de fait, hérité de la Constitution, et l'affaire de Danny Eberle arrive à point nommé pour montrer la détermination du FBI dans ce type de crime. Le bureau décide d'envoyer sur place l'agent Robert Ressler qui dresse un premier rapport de profilage du kidnappeur-tueur, ainsi qu'il le relate dans son livre de souvenirs, Chasseur de tueurs. Pour moi, l'assassin de Danny est un jeune blanc d'une vingtaine d'années, car nous sommes dans un quartier blanc où un noir, un mexicain ou même un asiatique se ferait tout de suite remarquer. Le meurtrier est assez jeune à cause de la manière dont il dépose le cadavre en bord de route, ce qui me laisse penser qu'il s'agit d'un premier crime. Il ne possède visiblement pas l'expérience d'un homme de 30 ans. L'abandon du corps démontre que le tueur a sans doute paniqué après l'assassinat et qu'il s'en débarrasse à la hâte près d'une voie assez fréquentée. Pour moi, le tueur n'a pas la force physique de le transporter jusqu'au bois qui se situe à quelques centaines de mètres. Il connaît vaguement les lieux. Les liens ainsi que l'absence de frottement aux poignets et aux chevilles m'incitent à croire que la victime est restée quelque temps libre de ses mouvements et qu'elle a même pu être bien traitée avant l'assassinat. Le tueur habite la région, il est célibataire et il n'a certainement pas prolongé ses études au-delà du collège. Il est peut-être au chômage ou occupe un emploi subalterne sans qualification. Le crime démontre une intelligence assez moyenne, car l'assassin n'a pas contrôlé le déroulement de bout en bout, d'où ma conviction au sujet de son niveau d'études secondaires. La solidité des nœuds qui lient les membres de Danny prouve qu'il est habile de ses mains, mais l'indice le plus important reste l'absence de pénétration. Ce détail accuse toujours un jeune meurtrier n'ayant jamais eu d'expérience sexuelle avec un partenaire, qu'il soit homme ou femme. Comme le cas est assez rare dans notre société, cela dénote une enfance troublée par de graves problèmes psychologiques. Le meurtrier doit être en proie à des fantasmes morbides depuis son enfance, et ces mêmes fantasmes l'ont forcément conduit à des passages à l'acte précoce. L'agresseur dévore des revues pornographiques et a sans doute été mêlé à des expériences insolites au cours de son adolescence, incluant des animaux ou des sévices sexuels infligés à des mineurs, garçons ou filles. Il existe de fortes possibilités pour que le criminel ait été récemment confronté à une situation de stress. Rupture sentimentale, chômage, renvoi du collège ou violente dispute familiale. Le tueur est debout à 6 heures du matin un dimanche, ce qui implique qu'il n'a pas de responsabilité familiale. Un fait me frappe les blessures inexplicables à l'épaule et au mollet. Je me demande si le tueur n'a pas essayé d'effacer des traces de morsures. Dans la fièvre sexuelle qui doit l'habiter au moment du meurtre, de telles morsures s'expliquent et je continue à penser que le crime a une connotation érotique, même en l'absence de pénétration.
Le manque de maîtrise du meurtrier m'incite à penser qu'il va tenter de se mêler, d'une façon ou d'une autre, à l'enquête. En conséquence, je recommande de ne pas publier le portrait robot de l'assassin. En revanche, il faut le faire circuler au sein de la police. En conclusion, je suis persuadé que l'assassin frappera de nouveau. Moins de 3 mois plus tard, le 5 décembre 1983. Les prédictions de Robert Ressler trouvent une macabre confirmation avec la découverte du cadavre de Christopher Walden, 12 ans, dans les bois du comté de Sarpy, non loin d'Omaha, à 10 km de l'endroit où il disparaît en se rendant à l'école 3 jours auparavant. En caleçon, il est poignardé à de multiples reprises et la tête est pratiquement décapitée. L'enfant possède la même taille et corpulence que Danny Eberle, mais au contraire du premier crime, la victime est assassinée dans le bois, même où on l'a trouvée. Ses vêtements sont soigneusement pliés près de lui. Cette fois-ci encore, il n'y a pas eu de pénétration. Mais les blessures et mutilations démontrent une escalade dans le sadisme. Le tueur a agi seul au vu des empreintes de pas. Les modifications apportées par le meurtrier dans l'exécution de son crime amènent l'agent Ressler à reconsidérer l'âge de celui-ci. Il doit dépasser les 20 ans. Le premier meurtre peut être considéré comme un essai avec le second. Le tueur démontre sa fascination pour la mise à mort d'un être humain. Les coups de couteau infligés post-mortem indiquent un intérêt croissant pour le sadisme qui va dominer la conduite du suspect dans ses meurtres futurs, s'il n'est pas stoppé à temps. Grâce à ce second crime, Robert Ressler peut affiner le portrait psychologique de l'assassin. Il doit être à peine plus grand que ses victimes, car il tue la seconde sur place pour s'éviter un effort supplémentaire. Je suis persuadé qu'il habite à Bellevue ou sur la base aérienne proche. Un étranger ne connaîtrait pas aussi bien la région. Je penche même pour la base aérienne où il doit occuper un poste subalterne, par exemple un mécanicien affecté à l'entretien des machines. En me basant sur les tentatives de camouflage des morsures, je crois qu'il est très certainement un lecteur assidu de revues policières et qu'il est au courant des méthodes d'identification dentaire. Son aisance pour kidnapper les victimes me donne à penser qu'il a une activité qui le met en contact avec des enfants clubs de sport, scoutisme, centres aérés, etc. Le tueur va de nouveau passer rapidement à l'action à l'approche des vacances de Noël. Je recommande une mise en alerte maximum de la population pour que chacun surveille les allées et venues suspectes, en notant les plaques d'immatriculation de voitures qui rôdent autour des aires de jeu fréquentées par les enfants. Les différents services de police décident même de recourir à l'hypnose avec un témoin qui aperçoit Christopher Walden en compagnie d'un jeune homme juste avant son enlèvement. Le suspect a la même taille que la victime et l'hypnose révèle les premiers numéros de la plaque d'immatriculation du véhicule. Le service des cartes grises de l'État du Nebraska indique environ 1 millier de voitures comportant ces chiffres, mais fort peu dans le comté où les 2 enlèvements se sont déroulés. Le jour même où les policiers commencent à vérifier tous les propriétaires de ces véhicules, ils reçoivent un appel d'une puéricultrice. Il est 8h30 lorsqu'elle remarque un jeune homme correspondant au portrait robot diffusé dans la presse qui rôde de façon suspecte autour de la crèche. L'homme la voit en train de noter quelque chose sur un bout de papier, il se gare et se précipite à l'intérieur du bâtiment pour demander à passer un coup de fil, ce qu'elle lui refuse. Il menace de la tuer et exige qu'elle lui donne le morceau de papier. Finalement, elle parvient à s'enfuir et à prévenir les autorités. La plaque d'immatriculation correspond à un garagiste qui déclare avoir prêté le véhicule à un militaire de la base aérienne dont la voiture est en réparation. Celle-ci est identique aux descriptions des divers témoins et comprend les chiffres révélés par l'hypnose. Elle figure par ailleurs en 4e position des véhicules qui devaient être vérifiés sur la liste de l'ordinateur des cartes grises. À l'intérieur, les policiers aperçoivent de la corde et un couteau. Après l'obtention d'un mandat de perquisition, ces objets sont saisis et le cordage, un modèle spécial fabriqué en Corée, correspond à celui utilisé pour lier les membres du petit Danny Eberle. Le suspect est identifié. John Joseph Joubert, 21 ans, mesure 1,68 m pour 67 kg. Son visage est celui d'un enfant et il seconde le chef d'une bande de boy scouts locaux. C'est un technicien affecté à l'entretien des radars de la base aérienne. Dans sa chambre, on trouve des cordages cachés, un couteau de chasse, ainsi que de nombreuses revues consacrées aux faits divers. L'une d'elles a été feuilletée à de nombreuses reprises, elle relate le meurtre d'un jeune livreur de journaux. Interrogé par les policiers,
Joubert nie d'abord les faits, puis avoue vers minuit après avoir demandé à parler avec le chef scout. Le profil qui a été établi par l'agent Ressler correspond tout à fait au parcours de John Joubert. Né à Lawrence dans le Massachusetts, dès son plus jeune âge, il est hanté par un fantasme particulièrement morbide et inhabituel pour un enfant de 7 ans. Il s'imagine étrangler sa babysitter par derrière avant de la dévorer jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement. Ses parents divorcent quand il a 10 ans et il part vivre dans l'état du Maine avec sa mère qui est d'un tempérament très coléreux. Elle continue à lui donner des fessées jusqu'à l'âge de 12 ans et elle n'arrête pas de le rabaisser. Adolescent, il se découvre une passion pour les magazines policiers et les jeux de rôle, tels que Donjon Dragon. Plusieurs fois accusé d'être homosexuel par des camarades de classe ou du régiment où il s'est engagé, Joubert refoule ses pulsions qu'il juge honteuses pour se réfugier dans de longues périodes de masturbation chronique. Au vu du profil de Joubert et de ses réponses, lors des interrogatoires, l'agent Ressler pense qu'il a peut-être commis d'autres actes criminels avant le meurtre de Danny Eberle. Une affaire notamment retient son attention le 22 août 1982 à Portland, dans le Maine. Richard Stetson, 11 ans, disparaît alors qu'il fait un jogging près de la maison de ses parents. Le lendemain matin, son corps est découvert près d'une route. Il est étranglé puis poignardé, ses vêtements sont retirés en partie et on dénote des traces de morsures un peu partout sur les membres. L'enfant n'est pas violenté sexuellement. Après enquête, les empreintes dentaires de John Joubert s'avèrent identiques à celles retrouvées sur le petit Richard Stetson. En 1979, une fillette de 9 ans est poignardée dans le dos avec un stylo par un adolescent qui s'enfuit à bicyclette. L'année suivante, c'est un garçon de 9 ans et une institutrice d'une vingtaine d'années qui sont gravement tailladés à coups de couteau. Tous deux ont eu de la chance de s'en sortir vivants. À chaque fois, les descriptions de l'assaillant correspondent à John Joubert. Le 3 juillet 1984, il plaide coupable lors de son procès et est condamné à mort pour les meurtres de Danny Eberle et Christopher Walden. Il est également inculpé pour l'assassinat de Richard Stetson le 10 janvier 1986, mais sans que l'État du Maine décide de le juger. Son cas inspire un roman policier d'Alex Cava, A Perfect Evil 2000. L'exécution de John Joubert est prétexte à la publication d'un macabre rapport sur la chaise électrique. Dans le Nebraska, celui-ci reste un des 2 États sur les 38 où la peine de mort figure dans l'arsenal judiciaire à l'utiliser avec l'Alabama, sauf que ce dernier laisse le libre choix aux condamnés pour choisir l'injection létale, s'ils le souhaitent. Construite en 1913 par un ébéniste crétois, la chaise électrique du Nebraska sert à 15 reprises depuis le 20 décembre 1920. La Floride, par exemple, change de mode d'exécution suite au tollé engendré par la mort d'Allen Lee Tiny Davis le 8 juillet 1999, dont le corps s'enflamme littéralement et dont les 3 photos ont fait le tour du monde sur Internet. Il s'agit pourtant de la nouvelle chaise électrique mise en place pour remplacer l'ancien modèle utilisé depuis 76 ans. En Alabama, la mise à mort de John Evans en 1983 a duré 14 minutes. Une de ses jambes ayant pris feu lors de l'administration du premier choc électrique, tandis que des volutes de fumée sortent de sa bouche. Pour éviter ce genre de problème, selon les termes précis du rapport, l'équipe chargée des exécutions au Nebraska rase la tête du condamné dont le crâne est recouvert d'une éponge naturelle imbibée d'eau salée avant d'y attacher les électrodes. La solution salée est utilisée pour humidifier les électrodes afin que le courant circule mieux. En Floride, ils ne se servent pas d'éponge naturelle, source de gros problèmes. Les exécutions se déroulent au petit matin pour éviter les grands rassemblements de foule du Texas ou de la Floride. Le prisonnier est transféré d'un établissement hospitalier où il est resté 1 semaine sous surveillance pour prévenir toute tentative de suicide. La salle est de petite taille et ne comporte qu'une seule porte. La chaise électrique fait face à une baie vitrée où les témoins peuvent assister à l'exécution. Les rideaux sont tirés lorsque le condamné est installé sur la chaise. Les liens sont fixés, mais pas les électrodes, quand le rideau s'ouvre une première fois. Il est refermé lorsque les électrodes sont attachées sur la tête et à la cheville gauche. Une autre vitre permet au personnel pénitentiaire et médical d'assister à l'exécution alors que le condamné ne les voit pas plus que les spectateurs. La mise à mort dure 1 minute 30 au Nebraska sous la forme de 3 chocs de 2200 volts.
Suite à l'administration de chaque choc, le rideau est ouvert afin que les témoins puissent observer le condamné avant qu'il ne soit à nouveau refermé. Au bout de 5 à 10 minutes, le coroner se rend dans la salle d'exécution pour prononcer l'heure du décès. Le rideau doit être ouvert pour cette procédure. Le rapport continue en indiquant que pendant l'exécution, la température du corps s'élève jusqu'à 59 degrés, les organes internes éclatent, la peau change de couleur et les muscles gonflent. Des condamnés ont été vus en train de saigner, de vomir, d'uriner ou de déféquer pendant le processus. John Joubert est exécuté sur la chaise électrique de l'État du Nebraska le 17 juillet 1996. 16. Pour le signataire du rapport, John Joubert perd connaissance dès le premier choc électrique qui lui est administré et il paraît ne pas avoir souffert.